Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'amuser un peu en essayant de mettre en œuvre une catégorisation de malware à partir d'un réseau de neurones à convolution. Donc, pour rappel, les réseaux de neurones à convolution sont spécialisés dans tout ce qui est analyse d'images, que ce soit de la catégorisation ou autre. Donc le préalable à tout ça, c'est de transformer nos malwares en images. On va pas traiter ce point très précis dans la vidéo, simplement parce que on va pas le faire, parce qu'on va utiliser un dataset qui existe déjà. Mais dans l'idée de créer son propre dataset, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Par contre, je ne ferai pas ça sur mon PC perso. Donc, prendre un malware, le transformer en image, c'est possible. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il est transformé en image, il est inoffensif, parce que c'est vraiment qu'une image, quoi, c'est tout. On convertit du code en image, en donnant des valeurs, en fait, à des pixels. Le deuxième avantage, c'est que, par définition, des codes qui sont proches vont générer des images qui sont similaires. Pas forcément identiques, mais en tout cas similaires, avec des caractéristiques qui sont communes. Donc, une catégorie précise de malware générera toujours des images similaires. Et les réseaux en convolution sont spécialisés justement dans l'analyse de ces images pour en repérer les caractéristiques, les similarités. Repensons à des problèmes classiques de réseaux en convolution, comme distinguer, je sais pas moi, un chien d'un chat. On trouve pas mal de tutos là-dessus. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on a des photos de chiens avec plein de chiens différents, mais qui ont des caractéristiques communes, qui font que c'est un chien, et que la machine est capable d'identifier que c'est un chien, et le chat, c'est pareil. Donc là, ça va générer exactement la même chose. On arrive vraiment dans un problème de classification d'images classique. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser un dataset qui est disponible sur Kaggle. Le lien est ici. Et une fois qu'on a récupéré le dataset dans son ensemble, moi je l'ai installé sur mon drive, donc on le voit ici. Il est composé de deux sous-dossiers, un dossier d'entraînement et un dossier de validation. Et à l'intérieur de ces dossiers, on a autant de sous-dossiers que de classes, que de types de malware. Et à l'intérieur de ça, on a là pour le coup les images des malwares. Donc si j'en ouvre une au hasard, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble pas à grand chose, on dirait limite de la neige sur les vieux téléviseurs, mais voilà ce que ça donne. Donc là je suis sur un type précis, si j'en prends un autre, allez hop, on va essayer celui-là. Pouf. On a une image qui ne ressemble pas du tout à la précédente. Par contre, si je prends dans la même catégorie, j'ai bien deux images qui, même si elles ne sont pas identiques, on voit quand même des différences, sont similaires. Et c'est exactement ce qu'on veut. En tout cas, pour un problème de classification avec un réseau de neurones à convolution. Donc, pour créer ces deux datasets, donc ce dataset d'entraînement et ce dataset de validation, on va utiliser donc l'API Keras qui est inclus dans TensorFlow maintenant, avec donc l'image dataset from directory. Le principe est assez simple, on utilise ça, on lui file le lien où il doit aller chercher, donc le dossier de base, qui ici est le dossier train pour le jeu d'entraînement. On va juste lui dire que nos images sont en nuance de gris. On va par contre reformater nos images. Parce que comme vous avez vu quand je vous ai montré les deux types, elles n'ont pas la même taille, elles n'ont pas la même shape. Et ça, pour un modèle, ça marche pas. Donc on va tout mettre sur le même format. Donc en gros, on va faire un carré de 64 par 64. Ouais, c'est ça, on va reformater l'image. Et on va, dans ce dataset, créer des lots d'images de 64 images. Tout simplement. Donc il va nous créer autant de lots de 64 que nécessaire. Une fois qu'on lance cette fonction, il nous indique qu'il trouve bien 8404 images qui sont réparties dans 25 classes, donc qui correspondent en fait à nos 25 dossiers qu'on a ici. Ok. On fait la même chose pour le jeu d'entraînement, jeu de validation, pardon, et il nous trouve forcément moins d'images, mais le même nombre de classes. Une fois qu'on a fait ça, par curiosité, on va visualiser à quoi ça ressemble en fait. À quoi ressemblent ces images. Bah, elles ressemblent à ça. Ça n'a pas de grande utilité, mais bon, au moins on a une idée visuellement de ce qu'on va passer à notre modèle. Ensuite, on va simplement récupérer le nom des classes et aussi le nombre de classes.
Alors, on pourrait l'indiquer de façon statique, mais l'objectif c'est que si ce dataset augmente, c'est-à-dire qu'on crée d'autres sous-dossiers, parce qu'on a d'autres catégories de malware et qu'on rajoute d'autres images, en faisant ça, ça va automatiquement se mettre à jour, ce qui sera beaucoup plus simple. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, le pré-processing est terminé, quasiment, et on va pouvoir passer à la création du modèle. Donc le modèle va être un réseau à convolution bête et méchant et extrêmement basique, avec juste 3 couches de convolution, un peu, enfin, du max pooling entre les deux, et à la fin on aplatit les images. Donc le principe de l'aplatissement de l'image, globalement, une image, il faut considérer que c'est un tableau en 2 dimensions, et le fait de l'aplatir va juste renvoyer euh, enfin, un tableau en une seule dimension. Voilà. Donc c'est plus simple pour le modèle, notamment pour les couches denses qui sont pas capables de traiter le reste. Enfin, en tout cas, très difficile. Donc le réseau de neurones à convolution est extrêmement basique. Enfin, il n'y a pas plus simple, quoi. Enfin, si, il y a plus simple, mais pas beaucoup. Donc au niveau du compilateur, enfin, pour compiler le modèle, on va utiliser l'optimizer Adam. On va, au niveau du loss, c'est un sparse categorical cross entropy, parce qu'on est sur un problème de classification. Et au niveau de la métrique, donc ce qu'on va mesurer en termes de performance pour notre modèle, c'est sa justesse, donc l'accuracy. Notre modèle va donc ressembler à ça. C'est pas un modèle extrêmement compliqué. Et une fois qu'on a ça, il suffit juste de l'entraîner. Et même pas sur beaucoup d'époques. C'est-à-dire que là, on va faire une tentative sur 10 époques. Enfin, je l'ai déjà faite. Hein. Je ne vais pas vous faire attendre le temps de l'entraînement. Mais sur uniquement 10 époques, on va avoir des résultats déjà qui sont très bons. Donc pour rappel, pour entraîner un modèle, dans TensorFlow, on utilise donc le point fit, qui correspond à l'entraînement. On lui passe en premier le jeu d'entraînement, donc les données d'entraînement. On lui indique qu'on a des données de validation qui sont équivalentes à notre dataset de validation, et que en époque, on lui passe la variable époque, c'est-à-dire 10. Il va faire 10 époques. Donc il va passer 10 fois sur les données, pour faire simple. Et tout ça, on va le stocker dans une variable historique qui va ensuite nous permettre d'afficher des graphiques pour analyser l'évolution de l'entraînement de notre modèle. Donc les 10 époques, je les ai lancées avant de faire la vidéo. Globalement, elles sont assez rapides à faire, c'est-à-dire que ça prend une vingtaine de secondes. Alors si on est en mode GPU, attention, si on est en mode CPU, c'est vachement plus long. Donc en mode GPU, ça va assez vite. Donc on est sur du, on va dire 200, 220, 230 secondes pour entraîner ce modèle. On voit que l'accuracy, donc la justesse du modèle, augmente. D'accord. Donc l'accuracy, par principe, c'est tout con. Hein. On calcule combien de fois le modèle a eu bon. Voilà. Sachant que 1 est le maximum et 0 est le minimum. Donc plus on s'approche de 1, mieux c'est. On voit qu'à la fin, on est presque à 99%, on est à 0,9844. Ici, j'affiche donc le loss. Le loss, c'est l'inverse de la justesse, c'est-à-dire c'est à quel point le modèle s'est planté. Donc forcément, si l'accuracy augmente, le loss augmente aussi, enfin, le loss diminue. Et j'affiche aussi la justesse sur le jeu de validation. Pour rappel, le jeu de validation n'est pas passé au modèle dans sa phase d'entraînement. Il sert juste, une fois l'époque faite, donc le modèle s'entraîne sur une époque avec le jeu d'entraînement, on lui donne les données de validation, on lui dit de nous classer ça, et on lui donne pas les résultats, c'est-à-dire que les résultats on les garde à part et on compare. On compare à quel point il a eu bon. Donc lui, ce résultat-là n'est jamais utilisé par le modèle pour s'ajuster, pour se rééquilibrer. Il est vraiment à titre informatif. Pourquoi il faut avoir un jeu de validation? C'est tout simple. C'est que n'importe quel modèle, sur des données restreintes, si vous l'entraînez suffisamment longtemps, il arrivera normalement à une justesse de 1. Mais il sera certainement surentraîné, c'est-à-dire qu'il aura appris par cœur le jeu de données qu'on lui aura filé, et il sera très très bon sur ce jeu de données, mais à côté, il sera à la ramasse dès qu'on lui passera des données qu'il n'a jamais vues. Donc la visualisation
des scores sur le modèle de validation est extrêmement importante parce qu'elle permet d'identifier si le modèle est surentraîné ou pas. Là, il ne l'est pas, clairement, parce que même si le jeu de validation, les résultats sont moins bons, ils sont quand même dans la même veine que le jeu d'entraînement. Donc c'est-à-dire quand ça monte, quand ça baisse, et on est sur des résultats qui sont relativement proches. Une fois qu'on a fini cette phase d'apprentissage, on peut visualiser les courbes qui vont ressembler à ça. Donc fonction basique. Ici, on a donc à la fois la courbe d'accuracy, de justesse, et la courbe de loss qu'on va appeler courbe de plantage. Par définition, ces deux courbes sont inversées. Forcément, quand la justesse augmente, le loss diminue, c'est normal. Et on voit que très très rapidement, on obtient une justesse qui est très bonne et un loss qui baisse aussi assez vite. En gros, au bout de 2 époques, on est déjà extrêmement bien. Et ensuite, on est plus lent. Ce qui est logique, on est dans de l'ajustement. Si on continuait de façon quasiment infinie cette phase d'entraînement, on aurait sûrement le training accuracy qui se rapprocherait encore plus du 1. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un modèle robuste. C'est-à-dire que qu'il y ait des résultats performants sur le jeu d'entraînement, c'est normal, ils s'entraînent avec, mais il faut aussi que ces résultats soient performants sur le jeu de validation. Et si on l'entraîne trop longtemps, on le surentraîne, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et on se rend compte donc que très rapidement, avec un modèle très simple, sur très peu d'époques, on a déjà des résultats qui sont extrêmement prometteurs. Alors on pourrait aller plus loin, on pourrait créer un modèle plus complexe, on pourrait optimiser les hyperparamètres, mais le principe il est là, c'est-à-dire que ce qui était important de retenir, c'est qu'on est tout à fait capable de transformer un malware en image, de le passer dans un réseau en convolution, et que ce réseau en convolution va être capable de catégoriser ces malwares. Globalement, c'est comme si on crée une image de signature du malware. C'est exactement ça en fait. L'image devient une signature. Et le modèle s'entraîne à reconnaître les signatures des différents malwares. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et à bientôt!